Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la République, avenir de l'Europe, c'est une question. Dans Demain, l'Europe, il invite à un sursaut politique à l'échelle européenne et à une prise de conscience collective selon laquelle rien ne sera possible si le capitalisme continue à faire sa loi, si l'économique continue à primer sur le politique. En parallèle à d'autres initiatives, comme celle de Thomas Piketty sur la démocratisation de l'Europe, une initiative réflexion qui intervient donc à 4 mois d'un scrutin européen au scénario encore très incertain. Auteur de Contre François Julien et de 4 essais sur la traduction, le sinologue et philosophe suisse Jean-François Bilter est notre invité à l'occasion de la parution de son court essai, toujours chez Alia Éditions. Ce qui devrait suffire à attiser ou attirer votre curiosité, qu'a à dire de notre Europe un spécialiste de la Chine, natif d'un pays qui n'appartient même pas à l'Union. Bonjour Jean-François Bilter. Bonjour. Le principal problème de l'Union européenne n'est-il pas son absence de confiance en elle? C'est en tout cas ce que vous sous-entendez dans ce court essai Demain l'Europe, contrairement à la Chine qui a conscience de son influence, de son poids sur la scène internationale et sur la scène interne et entend élargir encore son hégémonie. L'Union européenne, elle, est marquée par ses faiblesses. Oui, vous parlez d'un manque de confiance. À mon avis, c'est surtout un manque de projet. Et s'il y avait un projet, la confiance pourrait naître. Il me semble que le fond de la crise actuelle, c'est justement l'absence de projet. Et les pères fondateurs avaient un projet, non, pour l'Europe? Oui, bien sûr, mais il ne suffit plus. C'est un projet qui était né de la guerre, qui est en partie réalisé, et il faut, pour se projeter vers l'avenir, un nouveau projet. Et il m'a paru intéressant de présenter aux lecteurs français les idées d'une Allemande, Ulrike Gero, qui milite en Allemagne pour une république européenne, une future république européenne. Et il m'a semblé que cette idée, cet ensemble d'idées était intéressante. Et donc, la première chose que j'ai faite dans ce petit ouvrage, c'est d'abord simplement de reprendre ces idées et de les présenter aux lecteurs français. Celle de la chercheuse donc Ulrike Gero, qu'on entend d'ailleurs aussi souvent sur la scène médiatique française. Juste, je reviens sur cette comparaison avec la Chine, à laquelle vous n'avez pas voulu vous prêter directement dans ce court ouvrage et vous le posez d'entrée de jeu. Quand même, en quoi la tradition politique chinoise peut-elle, dans un jeu de miroir, peut-être nous éclairer sur la nôtre? Vous évoquez cette idée de projet. Quel est le projet aujourd'hui de la Chine et comment souligne-t-il notre absence de projet? Alors, il y a une autre idée que j'ai d'abord voulu traiter dans le même ouvrage, puis ensuite j'ai séparé les deux choses. Donc la Chine, j'en parlerai ultérieurement. Mais il me semble être très intéressant de comparer la tradition politique chinoise et la tradition, ou plutôt les traditions politiques européennes, parce que cela crée un contraste qui met en valeur, qui éclaire d'une façon plus vive ce qui nous est propre en matière de pensée politique. Je crois qu'aussi éclairer le passé chinois du point de vue de sa pensée politique, car dans ce domaine il y a une grande continuité dans l'histoire chinoise, peut aussi contribuer à mieux faire comprendre ce qui se passe en Chine aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre sujet, un vaste sujet que je me réserve de traiter une autre fois, que j'ai d'ailleurs déjà un peu traité. Mais je dirais, pour conclure sur ce point, c'est que, ayant étudié la Chine pendant des dizaines d'années, je dirais que la Chine a fait de moi un Européen. Et pourquoi? Ça, faut l'expliquer quand même. C'est-à-dire que, à force de m'interroger sur ce qui était spécifiquement chinois, il a fallu, pour progresser dans la réflexion, que je m'interroge sur ce qui est spécifiquement européen. Les deux choses entretiennent un effet de miroir. Et actuellement, la crise européenne fait que, au fond, je réfléchis plus au problème de l'Europe et à son avenir que de la Chine qui suit son propre cours, sur lequel je ne peux rien. Alors que je suis un Européen. Et que peut-être en vous pouvez quelque chose. Et voilà. Oui. Cette initiative, vous allez la porter du coup aux oreilles ou au regard de qui? Avec Ulrike Gero? Écoutez, cela, c'est à voir, je ne sais pas. Il faudra voir quel est l'effet du petit livre que vous avez entre les mains. J'espère beaucoup qu'il sera lu avec avec le même soin, avec le soin que j'ai mis moi-même à le rédiger. Parce que ça a l'air d'un petit essai, comme il en paraît beaucoup, mais je pense qu'au fond, la grande partie des essais politiques
et philosophiques qui paraissent sont au fond des contributions à une conversation qui se déroule, qui est en cours. Alors que mon petit livre, au fond, se place à part. Il n'est pas véritablement un essai, il est un petit ouvrage, mais très mûrement réfléchi, dont chaque mot est pesé. Et c'est d'ailleurs pour ça que je redoute un peu la situation dans laquelle je suis, de devoir en parler comme ça, parce que j'ai mis une exactitude dans l'expression écrite que je n'atteindrai pas en vous parlant, malgré l'agrément que présente cette conversation. Bon, vous êtes un homme de mots et un homme de lettres, mais vous allez aussi peut-être, dans cette demi-heure, devenir un homme de parole, de l'oralité, et tenter quand même de nous faire comprendre quelle était et quelle est l'idée de ce projet. Le nerf de la guerre, c'est la souveraineté. Et le problème, dites-vous, et ça je me réapproprie vos mots, c'est que nous ne voulons pas choisir entre nos États nationaux et une Europe forte. Et qu'à force d'indécision, nous n'aurons ni l'un ni l'autre. Voilà, vous m'avez cité là. C'est l'idée, sur ce point, je reprends tout à fait l'idée, l'analyse d'Ulrike Guérot, qui considère que l'Europe, pour que les Européens reprennent en main leur destin, ce qu'ils ne sont pas capables de faire en ce moment, il leur faut qu'ils se donnent une forme politique nouvelle, d'où cette idée de République européenne, qui serait une république et qui serait démocratique, qui aurait donc des institutions démocratiques classiques avec 2 assemblées, avec un gouvernement, une assemblée et puis d'autre part un Sénat. Et la grande nouveauté dans ce projet politique, c'est que dans le Sénat ne seraient pas représentés les États-nations, comme ils le sont à Bruxelles en ce moment, mais des régions. C'est-à-dire que l'État-nation, qui est un phénomène récent à l'échelle de l'histoire, serait dépassé par le haut et par le bas. Il serait déplacé par le haut, dans le cadre de la République, par la représentation des régions dans un Sénat, et par le bas, par les régions, justement. Et l'idée d'Ulrike Guérot, c'est que lorsqu'on examine l'histoire européenne dans la longue durée, au fond, la véritable substance de l'Europe, ce sont les régions, ce ne sont pas les États-nations. Et alors, l'idée, elle a créé à Berlin un institut, European Democracy Lab, dans laquelle elle a une équipe qui tente d'élaborer un projet de plus en plus précis sur tous les points. Et l'un des points, c'est la définition de ces futures régions. Or, ces futures régions, elles sont en grande partie déjà inscrites dans l'histoire européenne. Si vous pensez à la Catalogne, au Tyrol, à la Lombardie, à la Bourgogne, à la Bavière, à l'Écosse et tant d'autres, il y a une grande partie, disons la moitié de ces régions, en fait, découlent de l'histoire. Elles ont été des républiques, elles ont été des principautés, elles ont été des royaumes, comme la Bavière par exemple. On commencerait par là. Puis ensuite, à partir de là, il s'agirait de définir les autres régions. Et il est évident que cela ne se ferait pas du haut vers le bas, comme ça s'est fait en France récemment, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire qu'il faudrait 1 ou 2 générations de discussion, de réflexion, de débat public, pour que peu à peu naissent ces régions, celles qui ne sont pas déjà inscrites dans l'histoire de longue durée de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont les régions qui vont s'autodéterminer ou s'autodécréter régions, alors, les régions, comme les nations se sont un jour dessinées. Si vous voulez, ce sont des conceptions politiques qui, pour un citoyen suisse que je suis, sont très faciles à concevoir, puisque nous sommes un État fédéral. On a aussi un autre modèle aux États-Unis qui est semblable. Je me dis souvent, quand je parle de ces choses avec mes amis en Suisse, que la France est peut-être, de toutes les nations, celle qui est le plus difficilement soluble dans un pareil projet. Justement parce que vos frontières cantonales, elles existent depuis quand ? Mais elles précèdent, toutes les frontières cantonales sont des frontières de communautés politiques qui furent souveraines et qui ont délégué des parties de souveraineté vers le haut. À la Confédération. Voilà. Et donc, il s'agirait, le processus serait différent, mais comparable. Et différent parce qu'elle préexistait à cette confédération. Alors que là, il s'agit de créer une république, puis les régions qui délégueront à cette république. Oui, mais de faire appel à un fonds historique qui préexiste. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'Europe qui est constituée de régions, en fait. Et en ce qui concerne la France, je me dis de temps en temps, quand je vois les problèmes actuels surtout, qui sont inquiétants, qui nous préoccupent beaucoup, que peut-être que la France pourrait surmonter son centralisme atavique et se libérer en se convertissant à l'idée qu'elle serait composée de régions
qui sont très faciles à discerner dans le passé français. Jean-François Bilter, en quoi le fonds historique régional est-il plus légitime pour vous que le fonds historique national? C'est d'abord une question de durée. Une question de durée. Les régions sont beaucoup plus anciennes. Les nations sont récentes. Deuxièmement, les nations ont amené la guerre. Mitterrand dit le nationalisme, c'est la guerre, et je pense que l'histoire l'a prouvé. Et troisièmement, il y a un blocage actuel sur ce problème de souveraineté, c'est-à-dire que des États-nations qui sont par définition des États souverains, ont beaucoup de peine à se fédérer et on voit que l'histoire politique récente de l'Europe bute sur ce problème de la souveraineté des nations qui ne peuvent pas déléguer leur souveraineté parce qu'au fond ça fait partie de leur essence d'être souverain, d'être souveraine. Et donc le projet politique d'Ulrike Guérot est de ce point de vue-là une solution plus possible qui mérite d'être discutée. Mais évidemment que c'était extrêmement audacieux, c'est-à-dire qu'on sort de l'immédiat là, on sort de la politique quotidienne et on voit loin. Et alors ce que j'ai ajouté moi aux idées d'Ulrike Guérot, c'est un prolongement qu'elle a esquissé elle-même, mais qu'elle n'a pas véritablement formulé. Je pense moi que cela fait l'objet de la deuxième partie de mon petit essai. Que si jamais cette République européenne devait se faire, elle ne se fera pas s'il s'agit uniquement de proposer aux citoyens européens une réforme institutionnelle. Il faut qu'il y ait des enjeux plus importants, plus mobilisateurs, qui vont au-delà de cette question institutionnelle. D'où la deuxième partie de mon essai. Et la troisième partie, qui est philosophique, à laquelle je tiens beaucoup, est une tentative de réponse à la question philosophique, finalement, qui se pose, qui est de savoir ce que nous voulons. Et savoir ce que nous voulons en tant qu'être humain, finalement, qui se trouve être des Européens. Et d'où cette articulation en trois parties de mon mince petit livre. J'avais une dernière question, sur les régions. Enfin, il y en aurait beaucoup à vous poser, les régions plutôt que les nations. Mais en quoi la suppression des frontières nationales, pour vous, Jean-François Bilter, en quoi cela réglera-t-il le problème du déséquilibre aujourd'hui entre les États? Parce que c'est aussi un problème ce moment au sein de l'Union européenne. On le voit encore aujourd'hui avec l'arrivée de la Roumanie au 1er janvier à la présidence tournante de l'Union européenne, qui est regardée avec crainte, voire un certain mépris. Alors en quoi cette question des régions réglera ça? Est-ce qu'on n'aura pas demain aussi des régions fortes, des régions faibles, des régions dominantes et d'autres méprisées? Comment vous réglez cette question-là? Je me fais de nouveau le porte-parole d'Ulrike Guérot, qui a une réponse toute simple, c'est que dans l'élaboration lente de cette Europe des régions, il faudra veiller à ce que toutes les régions ont un poids comparable. Ce qui éliminerait les déséquilibres actuels entre les grandes nations et les petites, qui sont aussi l'une des raisons du blocage de l'Union européenne actuelle. Elles ont un poids comparable, un poids démographique, un poids économique, un poids culturel? Les deux, les trois. Politique? Les trois. Les quatre. Le tout. D'accord. On va poursuivre cette conversation en écoutant d'abord le diagnostic actuel d'Emmanuel Todd sur cette question. Les gens qui ont construit l'euro sont des gens qui sont à peine compétents en économie et pas du tout en histoire et en sociologie et en anthropologie. Donc ils ont pensé qu'on pouvait faire une monnaie unique qui couvrait des populations de structures familiales, anthropologiques, de mœurs complètement différentes. Si vous voulez, entre la France et l'Allemagne, pour un anthropologue comme moi, il y a autant de différences de façon d'être qu'entre la France et le Japon. Ce que je disais. Donc si vous voulez, les gens qui ont construit l'euro auraient pu aussi bien nous proposer une monnaie unique, mêlant le franc au yen, et là on ne serait pas surpris que ça ne marche pas. Mais c'est ça, c'est pour ça que je vois ces types se débattre contre une réalité historique et familiale, de mœurs, je veux dire, les gens ne font pas le même nombre d'enfants, les gens ne travaillent pas de la même manière. Et on peut pas dépasser ça pour faire une monnaie commune. Écoutez, peut-être qu'on peut dépasser ça, mais c'est sûr qu'on ne le fera pas par l'argent. Si vous voulez, des gens qui pensent qu'on peut transformer le monde par la monnaie, par l'argent, sont quelque part totalement pervers ou inconscients. C'est le mythe du veau d'or. Je veux dire, l'argent n'est pas fait pour transformer le monde. L'historien et démographe Emmanuel Todd, vous êtes d'accord avec ce constat qu'il fait? Parce que lui aussi fait ce retour par l'histoire. Enfin, disons que l'euro fait partie d'une construction de l'Europe qui est inachevée et qu'on ne peut pas en rester là, et bien sûr. C'est l'un des constats que fait Ulrike Guérot, c'est que la monnaie européenne et le marché européen sont en soi
de bonnes choses, mais la situation est grave parce que il faudrait absolument que les Européens, tous ensemble, disposent d'une démocratie qui leur permette de dire ce qu'ils veulent faire avec ce marché et avec cette monnaie commune, et c'est ça qui manque. Donc, voilà ce que j'observe en réplique à ce que vient de dire l'anthropologue. Oui. Le démographe, historien, il dit beaucoup de choses par ailleurs. D'accord, donc on se pose quand même toujours cette question de l'équilibre possible entre ces futures régions que vous imaginez, le poids et l'influence que chacune puisse prendre demain. Le point de vue que j'introduis et qui n'est pas dans l'ouvrage d'Ulrike Guérot, c'est que cette transformation envisageable de l'Europe ne se fera pas si des forces puissantes se mobilisent, si les Européens, dans une grande majorité, se mobilisent en faveur d'un avenir nouveau qui ne peut pas être uniquement défini par ces nouvelles institutions. Il y a d'autres enjeux parce que nous rencontrons d'autres problèmes. Il y a le problème de l'économie, c'est le fonctionnement actuel de l'économie capitaliste a des effets de plus en plus néfastes. Et puis, il y a le problème du climat, de la nature, de la catastrophe vers laquelle nous avons. Il y a tous ces problèmes dramatiques qui promettent de nous entraîner dans la catastrophe. Et il me semble qu'il faut réunir ces différentes problématiques dans un projet qui permettent de les attaquer tous à la fois parce qu'ils sont tous liés. Et c'est quand on élargit la problématique de cette façon-là qu'on aboutit nécessairement, à mon avis, à des problèmes que j'appelle philosophiques, parce que ce sont des problèmes de fond, mais ce sont des problèmes qui concernent tout le monde, pas simplement les philosophes, qui savoir au fond ce que nous voulons finalement. Il y a eu des mythes mobilisateurs dans le passé récent, et il faut un nouveau, non pas un mythe, mais un projet mobilisateur. Mais comment faire dans une union où la concurrence est la règle aujourd'hui? Je vous propose d'écouter les mots de l'économiste Éloi Laurent, auteur de l'Impasse collaborative aux éditions Les Liens qui libèrent. La concurrence fiscale et sociale, c'est un système qui a été inventé en Europe, qui est pratiqué à un degré absolument inégalé dans le monde par l'Europe, parce que l'Europe a inventé un système dans lequel l'Union européenne, le capital circule de façon extrêmement rapide et il n'y a pas d'harmonisation fiscale. Et c'est en Europe qu'on a les taux d'imposition sur les sociétés les plus faibles, c'est en Europe qu'on a les taux d'imposition sur les hauts revenus les plus faibles, et c'est en Europe que le système de concurrence fiscale et sociale a été érigé comme un instrument de discipline des gouvernements. Pour plein de raisons. La raison première, c'est qu'on a fait l'Europe comme un système de discipline économique de la volonté politique. C'est-à-dire que ce qu'on comprend, ce que les pères fondateurs comprennent au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on en est à 3 guerres civiles européennes, dont 2 ont dégénéré en des guerres mondiales, qu'il faut trouver un moyen absolument radical de contraindre les impérialismes en Europe. Et le moyen qui est trouvé, c'est la discipline par le marché. Et cette discipline par le marché est ce qui est en train de tuer l'Union européenne. C'est-à-dire que regardez un billet de banque aujourd'hui, un billet d'euro, vous n'y verrez ni grandes femmes, ni grands hommes, vous y verrez des ponts et des portes. Et pourquoi des ponts et des portes qui sont même pas des lieux réels, qui sont des lieux abstraits? Parce qu'on se représente l'Union européenne comme un espace de circulation des marchandises et du capital. Et c'est cette discipline économique de la volonté politique qui était le génie initial de l'Europe qui est en train de devenir le poison de la démocratie en Europe. Alors là, on imagine, Jean-François Bilter, que vous pouvez vous rapprocher de Éloi Laurent sur cette question, la discipline économique de la volonté politique qui serait devenue le poison de l'Europe, vous qui appelez à rétablir à travers ce court texte que vous partagez donc avec Ulrike Guérot, le primat du politique sur l'économique. Oui, j'aimerais dire 2 choses après avoir écouté l'économiste. D'abord, il me semble que l'un des problèmes, c'est que l'anthropologue parle l'anthropologie, l'économiste parle l'économie, le juriste parle le droit, etc. Et j'ai essayé, moi, parce que j'ai le temps, parce que j'ai l'immense privilège d'avoir tout mon temps pour réfléchir, de formuler les choses d'une façon qui unifie tous ces problèmes et les intègre tous dans une perspective unique. Et alors, pour répondre maintenant à l'économiste, j'y ai pensé. Et alors, je me cite, si vous permettez. C'est un extrait donc, de demain. Voilà, je propose, sans être économiste,
Mais enfin, lisant quand même les journaux et réfléchissant, j'ai une liste de propositions. Un effacement unique et général des dettes publiques et privées, du moins de la part de la plus grande, qui sert exclusivement à maintenir la domination de la finance. Je saute. 2, la création d'un système de banques appartenant à la République et assurant un service public. 3, l'interdiction faite aux banques privées de créer de la monnaie fiduciaire, d'accorder des prêts dans cette monnaie, créer de la dette à leur guise, etc., etc. Donc, si vous voulez, je me suis Là, forcé. c'est très technique, hein, ça fait Oui, c'est pas très technique. rêver sur ces 3 points que vous venez d'évoquer. Vous Si. qui voulez réactiver un projet politique. Si, mais et le projet appeler, politique, les Européens à traiter des citoyens de cette grande n'a pas de République. sens si l'on n'indique pas, comme j'essaye de le faire ici, quelles seraient les mesures qu'il faudrait prendre et promulguer au moment de la proclamation de la République et inclure dans la constitution de cette future République pour résoudre précisément les problèmes dont il vient d'être question. D'accord. Et on fait un budget européen, par exemple? Pardon? Il y aura une armée européenne, il y aura un Bien budget sûr, européen dans cette nouvelle évidemment. République européenne? Oui, bien sûr. De toutes ces choses se font actuellement, mais se font mal, se font peu, ou ne se font pas du tout, bien qu'on en parle, faute justement d'une perspective qui les englobe et qui les rende possibles parce que complémentaires et, et se justifiant les unes les autres. C'est une proposition qui a été faite par Emmanuel Macron et par La République En Marche. Je vous propose d'écouter à l'instant Daniel Cohn-Bendit qui la soutient aussi, celle d'un budget européen. En 1932, quand le budget fédéral américain a été créé, c'était 1% du PIB américain. En 1947, il est passé à 7% du PIB américain. Aujourd'hui, il est à 23% du PIB américain. C'est-à-dire que vous avez un État fédéral qui est capable, si, ça dépend des majorités politiques après, veut intervenir, intervient, peut soutenir l'économie, peut lancer des plans sociaux, etc. Aujourd'hui, si vous voulez sortir de la crise, vous n'alliez pas y arriver, et vous voyez tous les pays, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, vous avez besoin d'une intervention de l'Europe, mais pour une intervention de l'Europe, il faut un budget européen. Si vous avez un budget européen, il faut une démocratie européenne, un exécutif qui soit contrôlé pour gérer ce budget et faire des propositions. Je veux dire, et ça, tout le monde peut le comprendre dans la crise. Si aujourd'hui vous voulez relancer l'économie européenne, si vous voulez lancer la transformation écologique, il faut un budget européen. C'est pas l'Italie, c'est pas l'Espagne, c'est pas la Grèce aujourd'hui qui peut relancer quoi que ce soit. C'est pas l'Italie, c'est pas la Grèce, et puis c'est peut-être pas l'Allemagne seule non plus qui en aura la volonté. Jean-François Bilter, à quoi elle va ressembler votre démocratie européenne une fois qu'on y a mis les régions en termes d'institutions, en termes de budget? J'aimerais réagir au propos de Daniel Cohn-Bendit que j'apprécie beaucoup et ce sont des propos auxquels je souscris absolument, bien entendu. Mais une fois de plus, que vous citiez Emmanuel Macron, Daniel Cohn-Bendit ou tous les autres, ils ont tous ceux qui parlent dans ce sens et qui ont ces convictions-là, je les apprécie. Mais à chaque fois, je me dis, il faut un projet politique, et ce projet politique, parce que comme Thomas Piketty ou comme Daniel Cohn-Bendit tout en d'autres disent, il faudrait un budget, il faudrait ceci, il faudrait cela. On est toujours dans un catalogue de choses qu'il faudrait. Mais on ne fera pas un pas en avant, à mon avis, s'il n'y a pas une conception politique qui permette de refonder l'Europe. Voilà. Alors cette conception politique, comment vous l'exposeriez? Un manifeste en quelques lignes. Mais vous pouvez vous lire, mais vous pouvez peut-être essayer aussi de l'exprimer en quelques phrases pour nous. C'est une question, c'est la question capitale. Et là, je reprends l'idée d'Ulrike Guérot qui reprend la définition canonique de la République selon Cicéron et qui dit que la République se crée par la volonté de gens qui ont des intérêts communs et qui créent une communauté d'intérêts par le droit. Et que ce faisant, par cet acte inaugural, des gens qui ne formaient pas un peuple forment un peuple, ils s'instituent en tant que peuple politiquement parlant. Et donc par cet acte inaugural, les Européens pourraient se constituer en peuple européen politiquement parlant. Et ça, c'est la clé de tout. Donc cette définition de Cicéron que je reprends, elle est à méditer. Et c'est évident, à partir de là, à mon avis, qu'intellectuellement, on peut progresser et poser le problème aigu devant lequel nous sommes de façon à le rendre soluble.
Alors vous expliquez aussi dans cet essai, Jean-François Bilter, ou ce court texte Demain l'Europe, qu'il faut réfléchir, il faut philosopher pour une société ouverte. Il faut que ce projet soit plus qu'une réforme institutionnelle et soit compris aussi comme un moyen d'agir sur le cours de l'histoire et sur le futur qui est en train de se dessiner. Cette Europe future qu'il faut imaginer, c'est aux jeunes générations peut-être de l'inventer, de la construire, mais quand même, quel type d'institution voyez-vous? Est-ce qu'on garde un Parlement? Est-ce qu'on garde un exécutif? Comment ça va marcher? Oui, mais toute la tradition démocratique est à reprendre sur ces bases nouvelles. C'est-à-dire que la démocratie, les élections, le droit, le rôle des partis, l'équilibre des pouvoirs, tout ce merveilleux héritage qui est un héritage spécifiquement européen, que la Chine n'a pas, est à reprendre, mais simplement dans le cadre nouveau de cette République. Donc, je le dis plusieurs fois dans mon petit livre, en franchissant ce pas de la République européenne, les Européens seraient fidèles à eux-mêmes. Ils reprendraient à une échelle nouvelle ce qu'il y a de meilleur dans leur propre tradition politique. Et donc, ils n'iraient pas vers l'inconnu. Ils reprendraient le connu, ou ce qu'il y a de meilleur dans le connu, mais à une échelle nouvelle par un acte inaugural qui est la fondation de la République européenne. Et on va vers une démocratie européenne représentative? Mais bien entendu. Vous plaideriez, vous, le Suisse, Jean-François Bilter, pour des éléments aussi de démocratie directe? C'est-à-dire que je n'ai pas de réponse toute faite à cette question-là. Mais j'ai une autre réponse, c'est que les institutions européennes futures, si l'histoire va dans ce sens-là, seraient étagées, c'est-à-dire qu'il y aurait la République avec son droit unifié, ses instances démocratiques européennes, mais il y aurait dans les régions des institutions et un droit ou des formes de droit qui seraient régionaux. Et ça, c'est quelque chose qui, pour un citoyen suisse ou pour un citoyen allemand, sont extrêmement faciles à concevoir, parce que c'est déjà la pratique. C'est plus difficile pour les Français parce qu'ils ont une tradition très différente. En effet, ça s'est entendu encore récemment dans l'hémicycle au sujet du droit de référendum helvétique. Vous savez qu'en ce moment en France, notamment à travers le mouvement des Gilets jaunes, il y a un engouement pour l'idée d'un référendum d'initiative citoyenne. En juillet dernier, lors de l'examen du projet de loi pour une démocratie plus représentative, la France s'y essaye. Le président du groupe LREM et rapporteur du texte, Richard Ferrand, critiquait la démocratie suisse à l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, quelqu'un vantait la grande démocratie cantonale helvétique. Reprenez les thèmes qui sont soumis. C'est très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes qui, d'ailleurs, à la fin des fins, sont souvent démasqués. Démasqués, c'est le dernier mot, qui, à la fin des fins, sont d'ailleurs démasqués. Le peuple suisse appréciera, avait réagi l'un de vos conseillers du parti démocrate chrétien. Ce qui me semble surtout, c'est que M. Ferrand ne connaît pas la Suisse, tout simplement. Parce que il arrive, bien sûr que dans tout débat politique, en Suisse comme ailleurs, il y a des intérêts, il y a des manipulations, mais il y a aussi les réactions, il y a aussi l'information. Et Perrineau, comment j'oublie son prénom? Pascal Perrineau, voilà, peut-être. Disait dans une émission de C'est dans l'air qu'ayant enseigné les sciences politiques à Lausanne, il a vu le matériel que recevaient les citoyens suisses avant chaque votation. Parce qu'il y a différents types, il y a différents types de référendums, il y en a 5, il n'y en a pas qu'un seul. Et chaque fois, chaque citoyen reçoit un cahier où toutes les positions du comité référendaire, des autorités fédérales, des autorités cantonales, des gens qui s'opposent, sont expliquées en toutes lettres. Et donc, il y a un travail que chaque citoyen peut faire s'il le veut pour s'informer exactement sur la nature et la portée de la question. Et donc, tout ça forme une activité, une culture politique qu'il faut prendre dans son ensemble. Et pas simplement relever, comme le monsieur Ferrand, que effectivement des fois il y a des forces politiques qui se servent de ces mécanismes qui en eux-mêmes sont bons à des fins qui sont partisanes mais parfois tout à fait condamnables. Nous avons en Suisse des nationalistes, national-populistes, l'UDC, qui se sert de la démocratie directe suisse de façon qui est tout à fait à laquelle je m'oppose absolument, viscéralement, comme beaucoup d'autres citoyens suisses.
parce que le monsieur Blocher qui dirige ce parti a des moyens financiers énormes qui lui permettent de mettre de la publicité pour sa cause dans la boîte aux lettres de tous les citoyens suisses. C'est évidemment inacceptable. Ça fait partie, ces choses-là font partie de la vie politique, hélas, en Suisse aussi. Alors l'Europe, ou votre Europe, cette République européenne, pourrait-elle être la bonne échelle, d'après vous, Jean-François Bilter, pour apporter des réponses concrètes aux populations, à la colère légitime des peuples, pour reprendre les mots d'Emmanuel Macron devant le Conseil européen le 13 décembre dernier, lui qui est obligé en ce moment de revoir son agenda et sa priorité face à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que cette République européenne serait à l'écoute de tous ses citoyens? C'est le but. C'est le but. Et il faut que, si un jour cette République naît, elle naîtra de la volonté des Européens d'en faire justement une République et une démocratie qui soient à leur écoute. Mais il y a surtout autre chose. Il faut considérer la situation mondiale. Et là, spécialiste de la Chine, j'introduis un éclairage extérieur. L'Europe doit se défendre contre les grandes puissances qui l'attaquent. Ce sont la Chine, ce sont la Russie, ce sont les États-Unis en ce moment. Et donc, cette dimension-là, d'une Europe qui protège les Européens, elle est tout aussi importante que la future démocratie européenne. Qui l'attaque ou qui la menace en termes d'hégémonie ou de pouvoir? Il l'attaque pas militairement. Non, mais en ce qui concerne la Chine, le régime chinois actuel a déclaré, je le dis en toutes lettres dans mon petit livre, le régime chinois a déclaré la guerre à l'Europe. Non pas militairement, bien sûr, mais d'une part idéologiquement et d'autre part par son emprise grandissante sur la finance, sa politique des rachats, la route de la soie. Tout ça, c'est une vaste politique qui a pour but d'affaiblir l'Europe. Mais il y a des conjonctures. Actuellement, les tensions avec les États-Unis font que le régime chinois est un peu plus regardant, un peu plus respectueux de l'Europe. Mais ça, c'est conjoncturel. D'affaiblir une Europe qui déjà est intrinsèquement faible, c'est ce que vous nous expliquez. Donc quand on songe à ce que peut ou doit devenir l'Europe, il faut aussi songer à la situation de la planète. Un mot, je voudrais profiter de votre regard de Suisse et d'Européen, Jean-François Bilter, pour vous demander ce que vous pensez du Brexit actuellement. L'accord doit encore être adopté par le Parlement britannique. Bruxelles a d'ores et déjà convenu qu'il ne renégocierait pas si cet accord était rejeté. Est-ce qu'il y aura bientôt, si le Brexit entre en vigueur, un autre ou une autre Suisse au sein de l'espace européen, dont on dit souvent qu'elle a, la Confédération suisse, les avantages sans les inconvénients? Oui, là, je ne vais pas vous répondre de façon précise parce que je ne suis pas un commentateur politique. Mais je peux quand même faire deux remarques. D'abord, je trouve remarquable de voir à quel point les Européens ont été solidaires dans leur réponse à l'Angleterre. Ça, c'est une chose que je trouve extrêmement positive et qui est un bon point, je dirais, qui me rend optimiste pour l'avenir de l'Europe. De ces points-là, il n'y en a pas tellement en ce moment. C'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est que dans mon petit livre, je note que l'idée de République européenne me semble pouvoir être fondée sur l'expérience de la Révolution française, de la première Révolution française, celle qui correspondait aux idéaux des Lumières. Et que les nations fondatrices de l'Union européenne sont justement celles qui ont reçu l'empreinte de la première Révolution française et des Lumières à travers elle. Or, l'Angleterre a une tradition politique différente. Et au fond, je serais prêt à souscrire, à citer Churchill qui, dans son discours de Zurich en 1946, a dit aux Européens « Unissez-vous ». Mais il parlait aux Européens d'Angleterre, et pour lui, il n'était pas question que l'Angleterre s'associe à une future Europe. Et je pense que du point de vue des traditions politiques, et puis de ce qui se passe en ce moment, eh bien, je serais prêt à considérer que la République européenne se fera sans l'Angleterre. Je note aussi que dans ce bref texte sur la République européenne, vous redonnez une place aux femmes dans l'avenir de cette République. Oui, et vous en remercie, Jean-François Bilter. Une micro-question, la Suisse, demain, sera l'une des régions de cette future République européenne? Ça, c'est une question dont je n'ai pas la réponse. C'est une question fort intéressante.
Oui, mais bien sûr, les rapports entre la Suisse et l'Union européenne sont des rapports extrêmement compliqués, dont je ne me sors pas bien, je dois dire. Bon, voilà, vous n'êtes pas sûr de réussir à vous réconcilier dans ce projet-là, les deux parts de vous-même, le suisse et l'européen. Merci beaucoup à vous, Jean-François Bilter. Demain, l'Europe, ce court texte partagé avec les idées d'Ulrico Guérot est donc à retrouver aux éditions Alia. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Deskovic et Chouchan Djergayan pour La Grande Table des idées, à Jean-Christophe Brianchon avec Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, avec l'aide très très précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, Milena Elig avec Élise Leu. Merci.